J'ai du bon tabac, tu n'en auras Bien, pas. bonjour à tous. Je vais essayer de vous retracer un petit peu donc, les 140 années d'activité tabacole sur la ville de Châteauroux, qui a été une entreprise quand même très importante. Et le titre, Il était une fois, bon ben, pourquoi il était une fois? Parce que bon, maintenant, c'est disparu. Faut qu'il rapproche le micro de la bouche. Robert, approche un peu plus. Voilà. D'accord. Alors on va venir tout de suite à la construction de la manufacture. Donc elle a été commencée en mai 58, 1858. Je ne vous lis pas tous les textes. Elle a été terminée en 1863, donc ça demandait 5 ans de construction. Ça y est. Elle est bâtie sur un terrain de 3 hectares et en bordure de l'avenue de la Charte. Et d'après les Blancs d'Auvergne, qui était l'architecte départemental à cette époque-là, on en parlera tout à l'heure, il y a un petit portrait d'Auvergne, et associé à M. Roland, qui a été un des premiers directeurs général de la CETA, enfin des manufactures d'État à l'époque. C'était à l'époque de la construction la plus grande manufacture de France. Elle a servi de modèle pendant plus de 50 ans aux établissements qui se sont construits ultérieurement, c'est-à-dire que c'était, vous savez, l'architecture un petit peu des casernes, un petit peu. Et c'était donc une surface de plancher aussi de 30 000 mètres carrés, puisque ça s'étalait sur 3 ou 4 étages, selon les cours où on était. Les grands bâtiments font 110 mètres de long sur 15 mètres de large. Et puis les bâtiments intermédiaires, donc B, C, D, je vais vous faire voir le plan plus après, donc étaient de 70 mètres par 15 mètres. Donc le premier directeur, qu'on appelait régisseur, le nom des directeurs de l'époque, s'installe en 1860 à Châteauroux. Alors, qu'est-ce que c'était Châteauroux à l'époque de la construction? C'était une petite ville de 16 000 habitants. C'était pas, bien sûr, aussi espacé que maintenant. À la construction de la manufacture, quand on est au niveau de l'avenue de la Châtre, quand vous êtes au niveau du boulevard de Cluny, vous aviez donc de chaque côté de la route de la Châtre à l'époque, c'était de la terre agricole, particulièrement des vignes. Et ces vignes, bon, bien, une petite anecdote, les vignerons venaient à la sortie des tabacs pour un peu, disons, côtoyer les cigarières, parce que, bon, il y avait, disons, des femmes qui travaillaient donc avec un salaire régulier, c'était un parti intéressant. Entre parenthèses. Alors, la population de l'époque, bon, on venait de subir les misères de 1847-48 avec la crise économique. Vous savez, c'était les révoltes qu'il y a eu, les jacqueries de Buzancais notamment. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Donc, c'était l'époque à la construction où on avait beaucoup besoin, disons, de travail. Et ce travail donc, était très important, surtout pour les femmes, parce qu'à cette époque-là, les femmes ne travaillaient pas. Particulièrement, c'était que les hommes. Donc, ça a servi, disons, de longtemps, si vous voulez, pas de modèle, mais d'emploi énorme. Je vais vous faire voir les chiffres après. Alors, voilà les bâtiments. Donc, j'ai mis des petites pastilles ils étaient tous repérés avec des lettres. En partant du bâtiment A, qui est le bâtiment administratif, qui est l'entrée de la cour principale. Donc le B derrière, C, etc. Donc vous voyez, par exemple, le bâtiment D que vous voyez sur votre droite, eh bien là, il fait 110 mètres de long, donc sur 15 mètres de large. Donc ça, c'est un bâtiment, je vous expliquerai après, qui a été reconstruit plus tard. Et le bâtiment, par exemple, E, c'est la même chose. Les bâtiments F, la même chose. Et les bâtiments intermédiaires, que ce soit G, H, I ou B et C, sont 70 mètres, donc la moitié. Presque la moitié. 4 étages, et une petite particularité sur les bâtiments qu'on voit ici, quand je faisais les visites à la manufacture, on voyait les plafonds, si vous voulez, les plafonds, par exemple, notamment pour ceux qui sont de la manufacture, des bâtiments E, on voyait les poutres d'origine, disons, de la construction.
Ces poutres étaient des chênes de la forêt de Châteauroux, taillées 40 cm au carré sur 15 mètres de long. Donc vous voyez, c'était quand même important. Sur ces poutres, vous aviez des dalles avec des parquets. Sur certains parquets dans les salles de confection des cigarettes, vous aviez 2 couches de parquet superposées pour soutenir, disons, les poids des nouvelles machines qu'on recevait. Alors, Châteauroux sous Napoléon III, bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, hein, c'est uniquement pour vous rappeler que Napoléon III vient de prendre son pouvoir donc, au début du Second Empire, sous la Deuxième République. Alors, beaucoup de villes ont subi des transformations profondes, ce sera le cas de Paris avec le baron Haussmann. Hein. Donc, nous, à Châteauroux, il y a eu quand même une transformation qui a été due en partie avec l'arrivée du chemin de fer à Châteauroux en 1847-48. Qui a désenclavé un petit peu le territoire et le département. À ce sujet, ce qu'on m'a raconté, que j'ai lu un petit peu dans les livres, c'est qu'à cette époque-là, il y avait l'ambiguïté d'orienter le chemin de fer à partir de Vierzon, soit sur Châteauroux, soit sur Bourges. À l'époque, nos politiques ont remporté la mise, parce qu'autrement, on n'aurait pas eu le chemin de fer sur Châteauroux, et ça devait passer, donc, pour aller sur Limoges et Clermont-Ferrand, notamment, c'était par Bourges et non par Châteauroux. Ça a permis, donc, en 1847, de désenclaver le département, ça a permis énormément, disons, de transformation de la ville et d'évolution de la ville au point de vue industriel, et c'est pour ça que donc, on a développé la manufacture. Je vous expliquerai par quelle personne. Alors, donc Châteauroux, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de ressources. Hein, donc, vous voyez, il y avait des petits artisans, 300 emplois dans l'ancienne manufacture royale du château du Parc. Donc, ça ne faisait pas beaucoup d'emplois. Parallèlement, à la même époque, la France se construit et développe des éléments de vie économique modernes, et notamment à l'arrivée de la machine à vapeur, donc la machine à vapeur et surtout pour Châteauroux, le chemin de fer. Alors, on inaugure donc en 1847 la gare avec le terminus donc, reliant Paris. C'est donc dans ce contexte que l'arrivée, disons, de la construction est notée dans l'esprit de Eugène de Bryas. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'était Eugène de Bryas. Donc c'était un Castelroussin d'adoption, il s'est marié donc avec Odélie Robin de la Cotardière, je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais bon. Il était donc conseiller général en 1848, et on lui avait demandé donc en 1852 de faire un rapport sur un projet de loi concernant les monopoles de tabac. Parce qu'à cette époque, le monopole de tabac en France, elle n'avait pas, si vous voulez, de fabrication dans le centre de la France. Il n'y avait aucune usine, il n'y avait rien. Il y avait Nantes, il y avait Marseille, il y avait Lille, il y avait Le Havre, etc. Mais il n'y avait rien dans le centre. Donc il a fait un rapport pour demander, disons qu'il y ait une industrie du tabac dans le centre de la France pour un peu dispatcher, disons, le tabac dans les 9 ou 10 départements autour des départements de Maine. Alors, donc, je vous lis le rapport qui avait été fait. Donc, c'est, je crois, un député, disons, du département qui avait dit que c'était une bonne opération pour la régie et un bienfait pour le département, bien sûr, parce que ça allait amener énormément de travail donc, à Châteauroux. Alors, en 1857, donc c'est les ateliers provisoires, on avait même commencé un petit peu avant, en 1855, avant la construction de la manufacture, on avait besoin, disons, de tester un petit peu le personnel féminin qui allait donc faire donc les cigares. On a donc installé des ateliers provisoires qui se situent dans les anciens bâtiments de l'école normale rue des Ponts. Rue des Ponts, c'est la petite rue qui est en dessous des châteaux Raoul, là, vous savez, qui rejoint la rue de l'Inde. Donc dans ces ateliers provisoires, on a, en 1857, on comptait déjà 800 ouvrières, oui. C'était déjà très très important. Alors on les apprenait à faire donc les cigares à la main.
Hein, c'était la première des tâches qu'ils avaient à faire. Donc vous voyez l'importance de ces 800 ouvrières par rapport au canton enfin l'arrondissement de Châteauroux qui ne comptait que 570 femmes. Il y en avait déjà 800 disons, pour les ateliers provisoires. Alors Eugène de Béard veut aller plus loin parce que donc il veut à la place de ces ateliers provisoires construire une manufacture. C'est ce qui va se faire donc dans les années 1858-1863. En 1863, tous les ateliers de la rue des Ponts sont transportés dans les bâtiments de la manufacture définitive. Donc, à l'avenue de la Châtre. Bon, là, je vous ai fait une petite carte de la rue des Ponts pour vous situer. Vous voyez, en dessous, c'est la rue de la Fontaine et la rue de l'Inde sur la droite. Regardez si ça marche, mon petit machin, là-dedans. Non, ça ne marche pas. C'est que je ne sais pas m'en servir. Alors, la situation de la manufacture. Donc, bon, comme ça, chacun sait, elle se trouve sur la route impériale à l'époque. Hein, je vous donne les adresses de l'époque. C'est la route impériale 143 de Clermont-Ferrand à Tours, dite route de la Châtre, et bord de la voie de chemin de fer, donc de Vierzon à Limoges. Alors, tous les bâtiments sont construits en moellon de pays, venant des carrières de Saint-Florent, Luan, Ambro et Villentroy. Une petite anecdote qui m'a été donnée, ça c'est, je ne sais pas si c'est vrai, à la construction de chaque bâtiment, à chaque angle, non pas à chaque angle, à un angle du bâtiment, on mettait une pièce d'or à la pose de la première pierre. Je n'ai pas été voir s'il y avait encore la pièce d'or. Il y en a qui vont les chercher. Alors, le prix de l'ensemble de la construction à l'époque, vous voyez, donc a été fait par les entreprises Dominique Antoine et Varijard Bruno de Paris, donc s'élève à 203 375,98 francs, hein, bien sûr. Alors, toujours les bâtiments. Alors, l'architecte. Donc, Louis-Henri Alfred d'Auvergne, il naît en 1824 à Chaland en Vendée, décède en 1885 à l'âge de 61 ans. Alors il a exercé sa fonction d'architecte départemental pendant 31 ans hein, sur le département, hein, de 1851 à 1882. Et pour une petite anecdote encore, il a vécu au château des Thibaux, pour ceux qui connaissent, le château des Thibaux c'est sur la commune de Tendu. Il est d'ailleurs enterré à Tendu, hein, il a sa tombe à Tendu, c'est une grande tombe qui est sur la gauche en rentrant dans le cimetière. Alors, outre bien sûr l'église Saint-André-Châteauroux, Alfred d'Auvergne a été l'architecte de nombreux édifices dans le département, ne serait-ce que l'église de Velle, l'église de Monnet, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été construites par lui. Donc il y a l'hôtel de ville, le Pont-Neuf, le théâtre, etc. Alors, le personnel en 1863. Vous voyez les chiffres. Hein. Donc on a 1580 femmes ouvrières pour donc 82 ouvriers, 27 surveillants et surveillantes, 13 chefs de section, 40 employés, donc, et 20 ouvriers et 1000 ouvrières. Donc total 1742 personnes. C'était quand même très très important. Donc c'était le plus important employeur de la ville avec 950 000 francs de salaire annuel. Vous voyez, au même moment, la manufacture de draps, elle n'employait que 800 personnes. Et pourtant, la manufacture de draps, avant Balzan, c'était important aussi. Alors, le personnel, je vous ai un petit paragraphe sur l'anecdote des uniformes. Il faut se souvenir qu'on a construit donc, la manufacture sous Napoléon III, qu'à cette époque-là, bon, c'était assez strict, et que c'était un régime quelque peu militaire. Hein. Donc il y avait un uniforme pour donc, le personnel. Et vous voyez, disons, la charte du costume, c'était le costume officiel, rappelle à celui qui en est revêtu la pensée du devoir et de la dignité personnelle et donne la mesure de la déférence à laquelle il a droit comme employé de l'État. Il représente aussi d'une manière ostensible les divers degrés de la hiérarchie administrative et ne peut que fortifier le principe d'autorité. Vous voyez, c'était très militaire. Alors vous voyez par exemple, là vous avez au premier rang, bon, c'est les cadres donc, de la manufacture. Vous voyez par exemple la personne qui est en bas à droite, c'est une ouvrière.
Et puis vous avez aussi des employés. Mais ils avaient des uniformes un peu différents selon la hiérarchie. Alors, le personnel féminin, comme on parlait tout à l'heure, c'était 50 fois plus nombreuses, étaient engagées très jeunes, entre 12 et 13 ans. Les filles rentraient donc à la manufacture et étaient soumises à un long et dur apprentissage. C'était pas très facile. Moi, j'ai connu beaucoup plus tard des femmes qui travaillaient notamment à la manufacture de cigares à Bordeaux, malgré que ce soit dans les années 1970-80, j'ai vu des femmes pleurer parce qu'elles ne faisaient pas le rendement. Je vous expliquais tout à l'heure les différents salaires qu'elles avaient. Alors donc leur tâche, bien sûr, c'était la préparation des feuilles et préparation, disons, des cigares. Oui, on voit un aspect, disons, de l'atelier de l'époque. Vous voyez, par exemple, au premier rang, vous avez ça fait comme des espèces de petits comptoirs, où elles sont donc toutes les unes à côté des autres pour fabriquer leurs cigares. Alors les conditions de travail, bon, bah, elles étaient assez drastiques. Le travail demandé était, j'ai mis plus dans le doigté que dans la force, bien entendu. Les femmes citadines sont habituées aux travaux manuels délicats, donc la couture et le repassage. La discipline est quasiment militaire, fouille à l'entrée et sortie au son de la cloche. Alors, vous voyez, là, vous avez, disons, dans la cour, 1500 personnes, je ne sais pas si elles sont 1500 là, et on passait dans chaque rang, c'était des femmes qui fouillaient les femmes, et on passait dans chaque rang pour voir si elles n'avaient pas emporté du tabac, parce que c'était la matière, bien sûr, la plus précieuse. Et comme elles avaient des grands cotillons, etc., donc elles pouvaient dissimuler sans doute assez facilement, disons, du tabac dans leurs vêtements. Alors bien, celui qui était trouvé avec du tabac, c'était presque la porte immédiate. Alors, les avancées sociales ont été très importantes à la manufacture, pas forcément à Châteauroux, mais dans toutes les manufactures de l'État. L'industrie du tabac en France était assez pionnière dans si vous voulez, dans les avancées sociales. En 1880, à Lyon, le personnel se met en place avec une caisse de prévoyance. Et les caisses de secours sont alimentées par un prélèvement de 2,5% sur les salaires. Ça n'existe pas ailleurs. Les autres industries en France n'avaient pas ce type, disons, d'avancée sociale. En cas de maladie ou d'accident du travail, les caisses versaient donc le tiers du salaire et prenaient en charge les visites des médecins et des médicaments. En 1850, la retraite vieillesse voit le jour. Il y avait déjà, disons, des avancées énormes à ce sujet-là aussi. Oh, j'ai fait une faute là. En 1893, devant le nombre de femmes employées, l'administration décide de généraliser donc l'installation des crèches. Alors il y avait aussi les cours pour adultes et pour les jeunes filles, parce que les jeunes filles qui rentraient donc au tabac à 12-13 ans, les trois quarts ne savaient peut-être même ni lire ni écrire. Donc il y avait des cours du soir pour, disons, les éduquer. Et puis, donc, les apprendre, bien sûr, à lire et à écrire pour qu'elles soient un petit peu plus évoluées. En 1887, par exemple, à Marseille, les ouvriers fondent le premier syndicat. Alors, ensuite, plus tard, on a développé aussi les mutuelles. Je vois la mutuelle et les arbres de Noël, ça se fait dans les usines maintenant, mais à cette époque-là, c'est en 1959, c'est plus récent, mais dès les années 1930, on commençait à faire des arbres de Noël et des récompenses pour les enfants du personnel. Vous voyez, en 1959, l'ingénieur Balancier a organisé un spectacle de variété à l'occasion de la fête de l'arbre de Noël. Donc on invitait des vielleux, des cornemuseux. D'ailleurs, à cette époque-là, on avait un monsieur qui s'appelait donc Hubert Fouletier, donc qui jouait de la vielle ou cornemuse, je ne me souviens plus, qui venait donc, qui a été employé au tabac.
en 1944 fut créée la Société de secours mutuel du personnel, devenue ensuite la Mutuelle des tabacs et allumettes. Alors ça, c'est un petit clin d'œil sur l'historique d'une cloche. C'est une petite histoire qui est un petit peu singulière. Cette cloche, elle a un parcours peu commun. Elle a été baptisée en 1781. Elle est installée dans un couvent d'Éole, dans la chapelle Saint-Sébastien. La chapelle Saint-Sébastien, pour ceux qui connaissent, quand vous allez à Emmaüs, que vous prenez la petite route pour aller à Emmaüs, vous avez une propriété avec des grands arbres sur le côté. Là, la chapelle est à l'intérieur. C'est là où il y a la chapelle Saint-Sébastien. Donc, au XIXe siècle, il y a un certain monsieur Godard donc, qui achète cette cloche. Il a une usine de drap aussi, lui, rue des Ponts. Et donc, elle a été rachetée donc, en 1862 donc, pour la somme de 220 francs. Et elle a sonné les entrées et sorties du personnel de 1954, donc 1862 jusqu'en 1954, donc pendant 92 ans. Cette cloche donc, était installée dans le bâtiment B, dans un clocheton. Et donc à chaque sortie et entrée du personnel, on sonnait la cloche. Donc, et ensuite on l'a déposée en 1954. On l'a montée dans le bureau du directeur des ventes, comme on appelait, de la direction de distribution. Et puis elle était restée dans ce bureau jusqu'en 1994, date auquel le directeur de l'époque, Monsieur Palmade, l'a prêté à la ville de Déol pour qu'elle revienne dans la ville, enfin si on veut, qu'elle revienne à son domicile d'origine pour les journées du patrimoine. Elle a été prêtée, mais elle n'a jamais été rendue. Moi, dans tous les papiers que j'ai recherchés, elle est toujours, disons, la propriété de la CETA. En 1994 et en 2007, elle a été montée dans le clocher de l'abbaye d'Éole. À ce moment-là, on m'avait invité pour, disons, voir l'inauguration de la montée de la cloche dans le clocher. Elle a une histoire un petit peu commune. Alors voilà une photo de groupe de cigarières en 1919. Vous voyez les tenues d'époque. Alors les salaires. Donc dans les années 1859 et 61, voilà les salaires des journaliers. Donc 2,75 francs pour un menuisier. Donc le salaire d'une journée, 4 francs pour un chaudronnier, 3 francs pour un surveillant, 4 francs 50 pour un forgeron, de 2 francs 50 à 4 francs pour un ajusteur. Et pour les ouvrières, une très bonne ouvrière gagnait 1 franc 15 pour 300 cigares par jour fabriqués. Ça, c'était une très bonne ouvrière. Une bonne ouvrière, elle gagnait 0,96 pour 250 cigares. Et une ouvrière moyenne gagnait 86 francs pour 200 cigares par jour. Alors le prix de la confection des cigares à Châteauroux est fixé pour 1 franc par journée de travail de 10 heures. Alors, vous voyez, là, à ce moment-là, c'était pas les 35 heures. Hein. Alors aussi, bien, les femmes, c'est le côté droit, donc sur le comptoir. Alors les fabrications. Alors en 1860, on avait 3 fabrications principales. C'était la poudre à puiser, on en parlera tout à l'heure. Le scaferlati, c'est le tabac coupé en lanière. Le mot scaferlati viendrait d'un ancien mot italien, scaparlati, qui veut dire couper au ciseau. C'est vrai que ça ressemble un petit peu des cheveux, si on veut. Et puis la principale fabrication, c'était les cigares. On a commencé seulement en 1922 à faire des cigares à Châteauroux. Donc entre 1858 et 1922, on fabriquait uniquement la poudre à briser, le scaferlati et les cigares. Et on a commencé en 1922 donc à faire les cigarettes. Alors je vous ai mis quelques noms de marques de cigarettes qui existaient à cette époque-là. C'était les élégantes, les gauloises, donc les parisiennes, les fameuses P4 pour ceux qui
connu ça, hein, c'était des petits paquets de 4 cigarettes pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Les Gallias, les Celtiques et les Gitanes en 1950. La fabrication des Gitanes à Châteauroux a été une des fabrications les plus importantes au monde. On était le premier fabricant de Gitanes au monde, on peut le dire, parce qu'il n'y avait pas d'autres usines importantes qui fabriquaient les marques Gitanes. Alors, la poudre prisée. Alors, la poudre prisée, je vous expliquerai un peu tout à l'heure comment c'est venu. Mais là, c'est juste un descriptif de la poudre prisée qui était stockée dans ces cases qu'on appelait les cases de râpé, hein, que vous voyez sur la droite. Donc, la poudre était obtenue par des moulins, comme un moulin à café, si vous voulez, mais en plus gros. Hein, on va les voir tout à l'heure. Et on mettait ce râpé 18 mois dans des vastes chambres en chêne pour y acquérir la qualité et l'arôme recherchés par les priseurs. Alors, le Scaferlati, vers 1900, la fabrication du Scaferlati ordinaire est faite à partir d'un mélange de feuilles humidifiées, hachées puis séchées dans des torréfacteurs. On retrouve ce Scaferlati dans le fameux paquet de clés que tout le monde a sans doute connu. Hein, 40 grammes de tabac, hein, qu'on distribuait notamment aux militaires. Alors, la fabrication des cigares, et je vais vite, hein, parce que là, on pourrait en dire énormément. Hein. La fabrication des cigares, c'est la principale fabrication entre 1860 et 1922. Vous voyez, 825 millions d'unités produites en 1873. C'est une des premières manufactures de France pour la fabrication de ces cigares à cette époque-là. Et les 1951-52, c'est les dernières années de production donc de cigares à Châteauroux. Après, on a fabriqué uniquement des cigarettes. Alors voilà les cigarettes. Un atelier dans les années 50 environ, peut-être un peu plus. Hein, Bernard, on voit les balancelles, là c'est en quelle année ça? Les balancelles, ça a été en 60, voilà. Oui. Donc c'est des années-là. Donc on débute en 1922 donc, à faire donc, les cigarettes. Les premières marques ont été les élégantes. Une ouvrière qualifiée faisait environ 1200 cigarettes. J'ai mis une virgule, mais c'est pas une virgule, hein, c'est un point. 1200 cigarettes pour une journée de 8 heures. Et en 61, une machine produit 1400 cigarettes minute. Et en 98, on passe à 5000 cigarettes minute. C'est les machines. On verra ça plus loin. Alors, une autre petite anecdote, disons, un petit peu embêtante, c'est l'incendie de 1938. Le 19 octobre précisément, le bâtiment D a brûlé entièrement suite à la fermentation des masses de tabac. On stockait les tabacs au 2e étage, sur des parquets. Ces masses de tabac, c'est comme des masses de foin, si vous voulez. Il y a une fermentation. Cette fermentation était contrôlée à longueur de journée. Malheureusement, ce qui s'est passé, il y a sans doute eu une fermentation excessive. La température est montée, puis ça a déclenché un incendie. Un incendie qui a détruit le bâtiment dans son entier. Et donc, il y a eu 600 tonnes de tabac qui sont parties en fumée. À l'époque, c'était 2 millions de francs. Il y a 7 casernes de pompiers qui sont venus pendant 2 jours pour, donc vous voyez, Châteauroux, Le Martinerie, Déol, Issoudun, Argenton, Vierzon, Bourges, donc pour lutter contre l'incendie. Je vous ai mis quelques photos, j'en ai une quinzaine de photos, mais bon, je n'ai mis que 2 ou 3. Alors, après l'incendie, donc du 19 octobre, on a reconstruit le bâtiment D, mais en 1952, hein, donc longtemps après. Hein. Donc de 52 à 54, on a reconstruit le bâtiment avec une autre architecture. Au lieu d'avoir des fenêtres demi-rondes avec en bois, vous allez voir, les fenêtres sont comme elles sont maintenant, hein, ou au Best Western par exemple actuel, c'est des fenêtres rectangulaires avec des châssis métalliques. Alors quelques photos aussi de la construction. Hein.
Voilà, vous voyez, la structure n'est plus la même hein, par rapport à l'ancien bâtiment. Alors ça, c'est les années 60, c'est le cadre technique des années 60. Tu y es maintenant, là? Non, tu y es pas. Parce que là, je ne sais pas, il n'y a plus beaucoup de gens de vivants, là. Je pense pas, ils sont à peu près tous morts. Alors ça, c'est, disons, les employés maîtrise. Là, il reste quelqu'un. Là, il y a Gérard Brouard, qui est, si je peux arriver, là. Là. Ah. Autrement, c'est à peu près tout. Ah non, il y a, comment il s'appelle en bas, là, qui habite à Brest. Là, il m'a pris un livre, lui. Je me souviens plus de son nom. Qui était, il était CSA ou quelque chose comme ça. Tu te souviens, Bernard? Non? Ça doit être temps. C'est celui-là. Ah, je sais pas. Alors voilà les effectifs entre les années 1860 et 1998. Alors sur ce tableau, on s'aperçoit que bien sûr, il y a eu des montées, disons, d'effectifs aux années de guerre. Hein, puisque pendant les années de guerre, on rapatriait les ouvrières et les ouvriers des usines de Strasbourg, notamment, qui étaient occupées par les Allemands. Donc on a un petit peu des pics disons, par exemple, enfin il y avait eu 1870, donc après la guerre on est passé en 1880, vous voyez, à 1726 personnes. Après en 1910-2000, on est passé en 1920 à 1490. Donc vous voyez, c'était les montées de personnel à chaque fois qu'il y avait un rapatriement des gens qui venaient notamment de l'usine de Strasbourg. En dessous, le deuxième tableau, j'avais fait un tableau avec toutes les cadres, les maîtrises employés, etc., pour voir un petit peu l'évolution du personnel. Et on s'aperçoit qu'il est en chute depuis 1981 jusqu'en 1994. On s'aperçoit que ça diminue au fil des ans. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le process. Tu me corrigeras, Bernard, si j'ai fait des fautes. Donc, le stockage des tabacs, il y a une vingtaine de variétés de tabac sont stockées au dépôt de la martinerie et sont acheminées chaque jour par un semi-remorque qui vient donc de la martinerie jusqu'à l'usine. Il devait faire, je crois, 5 ou 6 voyages par jour. Hein. Ces tabacs, donc, on a des tabacs donc divers, hein. On a à peu près 22 sortes de tabac dans une cigarette gitane, par exemple, une dizaine de tabacs français, et puis une douzaine de tabacs étrangers, venant de différents pays du monde, hein, que ce soit d'Orient, d'Afrique, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Et on fait des tranches de 4 tonnes, on prépare des tranches de 4 tonnes de tabac, donc vous travaillez dans le Nord. Et c'est une véritable cuisine, parce que ces tabacs sont analysés chaque année. Chaque récolte, disons, a des références différentes en fonction de la provenance, en fonction du sol, etc. C'est exactement comme le vin, c'est la même chose. Donc on est obligé de faire, si vous voulez, des quotas de mélange avec des poids différents de chaque variété de tabac pour arriver à avoir une homogénéité à longueur d'année pour avoir le même goût de la cigarette du 1er janvier au 31 décembre. Ça paraît pas, disons, pour le fumeur bien compliqué, mais c'est assez ardu et assez pointu pour, disons, les fabricants. J'avais fait une visite je ne me souviens plus en quelle année, aux Canaries, et puis j'avais discuté avec des fabricants de cigarettes, donc aux Canaries, ils ne s'embêtaient pas, les Espagnols. Hein. Ils mettaient 4 sortes de tabac terminées. Hein. Tandis que nous, on était un petit peu plus pointus à ce sujet-là. Alors la première, donc après l'arrivée, si vous voyez, vous avez des balles de tabac ici, vous avez des caisses, vous voyez, un petit peu à côté des rails là,
qui viennent donc de la Martinerie. La première opération, ça consiste à les mettre dans une espèce de cloche hermétique qu'on appelle la PSV. Donc c'est la préhumidification sous vide. Et elle permet bien sûr d'assouplir le tabac avant que les balles soient tranchées en plaques d'épaisseur régulière. Parce que si on ne mettait pas ce tabac dans ces cloches et si on mettait sans l'humidifier, ça n'y aurait sans doute pas du tout. Hein. Alors ensuite, le tabac est dirigé vers un réchauffeur pour le rehumidifier. Alors il y a deux éléments dans le tabac. Vous avez les strips, c'est-à-dire la côte, les nervures de la feuille, et le parenchyme. Alors le parenchyme, c'est la feuille proprement dit. Et donc les strips sont traités à part dans une autre ligne de traitement. Alors, après avoir donc humidifié, les avoir tranchés, etc., on va diriger ces tabacs vers des laminoirs pour les strips, c'est-à-dire qu'on va les couper en... Les strips hein? C'est pas les strips, c'est les côtes. Ah, c'est les côtes, oui, c'est les côtes, oui, exact. Alors, les côtes, on va les diriger vers ces laminoirs pour les aplatir, pour donc les rendre plus, comment dire, plus plates. C'est-à-dire qu'il fallait écraser les côtes Oui. de façon que l'écrasement simule la largeur de coupe des feuilles. Voilà. D'accord. C'est-à-dire 8 dixièmes. 8 dixièmes, voilà. Et de l'autre côté, vous avez les hachoirs. Hein, les hachoirs qui transforment les strips en un long qu'on appelle le scaferlati. Les hachoirs, il y avait une ligne de hachoir pour les strips. Et une ligne de hachoir pour les côtes. Exactement. Parce que le hachage des côtes simulait l'épaisseur de la feuille du strips. D'accord. Ah oui, c'est pas facile. Hein. Alors ensuite, les côtes, les strips passaient au... Là, c'est des anciens torréfacteurs. Hein. J'ai mis deux images de torréfacteurs pour faire voir la différence. Ça, c'est les torréfacteurs qui étaient dans les années 1920-1930. Hein. C'est des torréfacteurs Roland, hein, donc par l'ingénieur qui était le premier directeur donc, de la CETA à l'époque. Donc le torréfacteur, c'est un gros cylindre on va injecter dans ce cylindre donc le tabac, on va le torréfier, et un peu la même chose que le café. Hein, on dit que le tabac donc fruise. C'est pour lui donner un goût définitif et traditionnel du tabac brun. La grosse différence d'ailleurs avec le tabac blanc qui est un traitement tout à fait différent. Hein. Ah oui, c'est pas la même chose. Si on était resté à notre traditionnel tabac brun, on n'en serait peut-être pas arrivé où on en est arrivé. Enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est une question de mode. Oui. Alors voilà les torréfacteurs, les derniers torréfacteurs. Donc, vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Mais ça, c'est les torréfacteurs plus récents. Plus récents, ah oui, oui. C'est dans les derniers, ça. Qui fonctionnaient au gaz. Oui, voilà. Tandis que les anciens torréfacteurs Roland fonctionnaient au charbon. Au charbon. Et là, non, je ne l'ai pas fait voir, non, c'est dommage. J'avais une photo où on voit, quand ils ont refait le bâtiment D, la construction, des sous-bassements des torréfacteurs, hein, la maçonnerie. Mais ces torréfacteurs nouveaux, qui fonctionnent au gaz, ont été initiés pour l'évolution du process du tabac qui, de mouillage normal, est passé en surmouillage. Voilà, oui, d'accord. Donc, d'un taux d'humidité auparavant de 28-29% maximum, on est passé à 32% d'humidité. Donc, il a fallu avoir des torréfacteurs beaucoup plus grands et de grande capacité pour faire évaporer ce surplus d'eau qu'il y avait. Ouais. Donc ça, c'était... Oh, bah c'est bien. Ces torréfacteurs nouveaux ont été initiés avec la venue des problèmes tabac santé. Oui, oui. Donc c'est qu'il fallait lutter contre la nocivité des cigarettes. Donc par ce biais-là, en augmentant, en faisant de la surmouillade, qu'on appelait, eh bien,
on était forcé de chauffer davantage pour que le bras de tabac se comporte un peu comme un ressort. Ouais. Ah oui. Et occupe moins de place à la cigarette tout en perdant Oui. la capacité de la cigarette. Oui. Ouais, Et que la ventilation dedans se fasse plus rapidement. voilà, oui, parce qu'il faudrait qu'on vous explique un peu la combustion du tabac, effectivement. Ça, c'est beaucoup plus technique. C'était dans le but de faire baisser les taux de goudron. Voilà, exactement. Affichés sur les paquets. Oui, parce que là, oui, on avait eu à une époque une réglementation plus stricte où il fallait abaisser, hein, ça fait à peu près comme pour abaisser la vitesse des voitures, il fallait abaisser les taux de goudron de nicotine. Donc on avait trouvé cette solution pour résoudre le problème. Alors ensuite, donc, ces tabacs sont envoyés, vous voyez, par des tapis, donc on va les envoyer dans des box de stockage. Ensuite, ces box de stockage, on expédie le tabac par transport pneumatique jusqu'au 3e étage. Et du 3e étage, on redistribue ce tabac dans les machines qui sont à l'étage en dessous. Alors on vient donc à la confection des cigarettes. Là vous voyez ça, les fameuses balancelles où vous avez ce qu'on appelle des casiers. Là on appelait ça des bateaux, où on va donc à la sortie des lubes mettre ces bateaux sur ces balancelles, et ces balancelles vont circuler dans les différents ateliers entre la confection et le pactage. C'était une solution très ingénieuse parce que ça permettait d'aller beaucoup plus rapidement d'un atelier à un autre sans avoir de problème de transport. Il y avait, je ne me souviens plus, un peu plus de 700 balancelles. Hein. Alors ça, c'est la confection pactage. Je vous ai mis une photo, je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Alors, après, on arrive donc au pactage avec des pacteuses Fox. C'est des phoques 355. Donc, ces phoques sont faits pour mettre les cigarettes en paquet. Vous avez un autre type de pacteuses qu'on appelle les KG. Donc ça vous dit sans doute rien pour les gens qui n'ont pas connu, mais enfin, c'est uniquement pour vous faire voir. Et on arrive donc à la GD, qui est donc la machine qui arrive en dernier lieu, qui est donc pour mettre les paquets en cartouche. Donc 10 paquets donc, dans chaque cartouche. À la sortie, ces cartouches, vous voyez, vont tomber sur un chemin de roulement et on va les envoyer à l'encartonnage. Donc les encartonneuses Cermex, par exemple, là vous voyez les cartons, il me semble que c'était 25 cartouches par carton, je ne m'en souviens plus, je n'ai pas noté. Il me semble que c'est 25. Et ensuite, on envoie ces cartouches donc, à la palettisation. Alors la palettisation, c'était, disons, quand même assez pointu aussi à Châteauroux. Les cigarettes étaient donc dirigées vers un palettiseur automatique, avec des automates. Chaque palette contenait 32 cartons. Vous voyez, vous avez 4 cartons par base, donc sur 8 niveaux. Et on enveloppait ces cartons d'un film, donc d'une pellicule polypropylène étirable. Et ensuite, c'était donc repris par un cariste pour être stocké dans les aires qui se trouvaient dans le bâtiment E, le long de la voie de chemin de fer. Ensuite, vous aviez la voie de chemin de fer donc, qui était le long du bâtiment E, reliée à la ligne donc, Paris-Limoges, donc, pour les expéditions. Juste en point de vue chiffre, dans un carton, donc 32 cartons, j'avais compté, dans une palette, ça faisait 160 000 cigarettes par palette. On en sortait, je ne me souviens plus exactement, 30 à 40 par jour. Dans les bonnes années, disons, de production, entre parenthèses, on traitait à peu près 40 tonnes de tabac par jour. 40 à 45 tonnes. Maximum. Ça fait beaucoup de cigarettes. 44, on Oui, avait dit oui. que 4 tonnes, on faisait 10, 11 tranches par jour. Voilà, donc c'est ça. Donc ça faisait des cigarettes. J'avais calculé, ça devait faire une année de production, ça faisait 17 fois le tour de la Terre.
Alors, toutes ces cigarettes étaient passées au crible, si vous voulez. Il y avait en plus des contrôles automatiques sur les machines, hein, il y a des contrôles de capacité, de ventilation, etc. On avait un laboratoire qui, donc, il y avait des gens qui passaient, donc, comme Jean-Marie, par exemple, qui passait dans les ateliers pour prélever des échantillons de cigarettes et puis les emmener au laboratoire pour les contrôler. Hein. Alors c'était la compacité, c'était l'humidité, le taux de ventilation, etc., etc. Alors on arrive donc au service administratif. Vous voyez le bâtiment, quand vous rentrez dans la première cour, les services administratifs étaient donc regroupés dans ce bâtiment, notamment donc un petit peu au rez-de-chaussée, mais principalement au premier étage. Alors, le premier étage était distribué de deux façons. Il y avait d'un côté l'usine de production, et de l'autre côté, il y avait les bureaux de la DRD, c'est-à-dire la Direction Régionale de Distribution, qu'on appelait vulgairement, nous, les ventes. Alors, vous aviez tous les bureaux, que ce soit donc comptabilité, paye, administratif, le CSA, le directeur, le sous-directeur, les ingénieurs, etc. Là, on a une personne qu'on connaît, donc c'est Liliane. Donc là, c'est... Donc, vous voyez, les bureaux, je vous ai mis tous les bureaux. Secrétariat, courrier, etc. Ensuite, on arrive à un petit paragraphe sur la distribution. En plus d'avoir une usine de production à Châteauroux, on avait également une direction régionale de distribution, c'est-à-dire qu'on distribuait les produits finis sur 9 départements autour des départements de l'Ain. On appelait ça le CPC, donc le centre de préparation des commandes. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez un préparateur qui passe avec un chariot, il a sur ce chariot un micro, disons, qui lui permet de voir la commande du débitant. Et au fur et à mesure, il navigue sur des rayonnages et il met au fur et à mesure donc, les produits demandés par le débitant. On faisait environ 170 commandes distribuées dans 9 départements. 170 commandes, ça peut être une commande de 1 ou 2 cartons, mais ça peut être aussi avec des commandes de 15 ou 20 cartons. C'était, disons, différent en fonction, bien sûr, du débitant de tabac. On avait, je ne me souviens plus de 700 références de tabac. Alors ça, c'est une autre aussi particularité qui a disparu maintenant. C'est les 3 arbres qui ornent donc l'entrée, disons, de la manufacture. Il n'y en a plus que 2, il n'y en a plus qu'un maintenant. Alors, descriptif, donc le plus grand, c'est un séquoia d'Indron, donc Gerontium, qui a été planté donc à la construction de la manufacture en 1858. Celui du milieu, donc, c'est un Cedrus atlantica, donc Ganca, planté à la Libération en 1945. Et enfin, le dernier a été planté donc au centenaire de la manufacture en 1961, et c'est un Cedrus Deodore. Alors, en ce qui concerne le grand séquoia, il mesure 5,65 m de circonférence, donc à 1 mètre du sol, et 38 mètres d'auteur. Une autre anecdote, on illuminait ce séquoia tous les ans, hein, avec une guirlande, disons, électrique de 1000 ampoules. C'était, disons, l'arbre, j'avais fait faire un record à l'époque, j'avais demandé un record. On avait le record d'un arbre illuminé en ville de plus de 1000 ampoules et puis de 38 mètres de hauteur. Bon, le record est tombé parce que maintenant, à Strasbourg, ils font une illumination sur un arbre qui coupe, tandis que nous, c'était un arbre vivant. Oui, hein. Oui. C'est tout à fait différent. Alors on arrive, juste un petit paragraphe pour vous expliquer un peu ce qu'est le tabac. Bon, je ne veux pas vous faire l'apologie du tabac, hein, parce qu'on est sur la sellette à longueur de journée. Alors, pour vous indiquer comment est venu le tabac, donc c'est une plante connue depuis le XVIe siècle, sous le nom de Nicotiana, donc en 1565, en l'honneur de Jean Nicot.
Mais ça, c'est pas, je vous ai expliqué un peu l'histoire, c'est pas forcément Jean Nicot qui a introduit le tabac en premier. Alors, il est rangé dans la famille des solanacées, pour ceux qui connaissent. C'est la famille des pommes de terre, des piments, des aubergines, des tomates, des pétunias, etc. Dans toutes ces plantes, vous avez de la nicotine. Les gens ne savent pas. Alors, son arrivée en France. Alors, il y a, à mon avis, il y a trois origines différentes. Donc, je les ai mis par ordre d'entrée. En 1534, quand Jacques Cartier a découvert le golfe du Saint-Laurent, il a découvert que les Indiens, les Iroquois, entre parenthèses, fumaient une plante sous forme avec la pipe, le calumet. Et d'ailleurs, les marins de Jacques Cartier ont suivi l'exemple de ces Iroquois, et quand ils revenaient donc en France, notamment au port du Havre, eh bien, ils se travaillaient dans la ville du Havre avec la pipe, disons, à la bouche, et les gens les prenaient pour des fous. Hein. Ils n'avaient jamais vu ça. Parce qu'ils n'avaient pas le droit, si vous voulez, de fumer la pipe sur les bateaux, pour risque d'incendie. Deuxième entrée, c'est en 1555, il y a un moine qui s'appelait André Tevet, qui était moine au couvent des Cordeliers à Clérac, près d'Angoulême, qui lui a découvert que les Indiens guarayanis qui peuplaient une partie du Brésil à l'époque, eh bien utilisaient cette plante. Eux, ils l'utilisaient sur une plante médicinale. C'était plus une plante qui servait à se soigner. Et Jean Nicot, en 1561, donc l'introduit en France. Alors, pour Jacques Cartier, donc, je vous ai expliqué ça. Le moine, donc, c'était un explorateur. Donc, en 1555, vous voyez, les Indiens, il découvre que les Indiens guarayanis au Brésil donc, utilisent le tabac pour ses vertus médicinales. Mais lui, il va s'intéresser à un autre aspect de la plante, c'est l'aspect ornemental. Il va ramener des graines donc, au couvent de Clérac à côté d'Angoulême, et puis il va planter ce tabac, et c'était une belle fleur, ça lui plaisait, c'était une autre voie, si vous voulez, d'utilisation du tabac. Alors Jean Nicot, lui, c'est lui qui a eu les honneurs, hein, donc on a retenu son nom avec le nom nicotine. Il était ambassadeur de France donc à Lisbonne à cette époque-là, et il a introduit le tabac principalement pour Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, qui était à la cour de France à cette époque-là, avait souvent des maux de tête, et on savait qu'en prisant le tabac, on passait ses maux de tête. C'était donc le médicament de l'époque. Et c'est elle, Catherine de Médicis, qui a créé l'engouement du tabac et de la prise à la cour de France. Et c'est là que, bien sûr, la cour de France avait plus d'ampleur médiatique à l'époque que, bien sûr, que les marins de Jacques Cartier ou André Tevet. Alors, la fameuse prise, vous avez tous entendu parler que les gens y prisaient. Donc, voilà. Alors, on arrive aussi à la culture. Ce qu'il faut savoir, c'est que la graine de tabac est minuscule. Il faut entre, vous voyez, 10 000 à 15 000 graines pour faire un gramme. D'où la difficulté de planter le tabac. On avait un planteur, nous, dans la commune, c'était Christian Pierry. Je n'ai pas pensé de lui dire qu'il aurait pu peut-être venir nous dire comment il faisait. Mais les plants de tabac étaient, si vous voulez, plantés par nous au centre de Bergerac, hein, où on avait un centre d'essai à Bergerac. Ces plants de tabac, ça ressemble, quand ils poussent à des pieds de salade, hein, et on les plante, bien sûr, vous voyez, avec une machine comme de la salade. Donc, vers la mi-mai, on plantait ça. Alors, après la plantation, bien sûr, il y a l'étêtage et la récolte. Alors, l'étêtage, on enlevait la fleur ou la tête du tabac, c'était pour empêcher la nicotine de monter. On avait repéré que si on étêtait, donc on avait moins de nicotine dans la plante tabac. Alors il y a différentes récoltes, hein, différentes récoltes en feuilles. Hein. Donc vous voyez ici en dessous de la photo du bas, on met les feuilles sur des espèces une remorque avec comment on appelle ça, des guirlandes de tabac. Ensuite, on va installer ces guirlandes de tabac dans des séchoirs. Hein, et on va, après séchage, les assembler donc en ce qu'on appelle une manoc. Hein, c'est la photo de droite.
Hein, ces manopes donc, sont composées de 25 feuilles. 4 feuilles et la 25e en lien. Voilà. Bien. Alors on arrive à la fermeture, hein, moins drôle, et le plan social. Donc la fermeture elle a été annoncée le 20 mars 1997, suite à un CCE extraordinaire qui avait lieu à la direction générale, donc 53 quai d'Orsay à Paris. Et un plan social est mis donc en place. Alors voilà, ça concernait 277 agents. Il y en a 94, donc 94 mutations. 73 TPA, c'est des dispenses provisoires d'activité. C'était les gens de 50 à 55 ans. Des retraites anticipées, des autres retraites, déclaration d'entreprise, des gens sans solution. Il y a eu des gens même de licenciés. Alors, les mutants ont été dirigés vers les autres usines à l'époque. Heureusement qu'il y en avait encore à cette époque-là. Donc, c'était Rion, c'était Nantes, les Aubrais, Le Mans, Lille, Paris, Dijon, Tonins, Colomiers. Alors, l'après-CETA, donc c'est bien sûr devenu le centre Colbert. Bon, afin de ne pas devenir une friche industrielle, et il était indispensable, bien sûr, de procéder à une restructuration. Bon, c'est ça qu'on peut, disons, être content, parce que ça n'a pas été le cas dans toutes les villes de France, notamment à Lyon, Marseille, etc., où ça a été longtemps des friches industrielles avant que ça soit, disons, rénové et restructuré. On a eu quand même la chance, disons, à Châteauroux, que ça soit donc que les bâtiments soient, disons, réutilisés. Il y a juste eu les bâtiments, donc au bout du bâtiment F, les bâtiments M et N qui ont été détruits. On m'avait appelé à cette époque-là parce qu'on voulait des photos pour savoir la date de construction de chaque bâtiment. Alors là, vous avez les bâtiments d'origine, mais on a reconstruit dans les années 30 les bâtiments M et N, qui étaient le CPC, hein, et puis les bâtiments des ingénieurs. Là. Et on avait reconstruit le château d'eau. Hein. Parce que le château d'eau, la cheminée aussi. Château d'eau et la cheminée, surtout la cheminée. La cheminée, donc, qui existait depuis le départ, la première cheminée était en briques. Et la seconde cheminée, qui a été montée dans les années 30, était bien sûr en béton. Et l'architecte, disons, des Monuments de France demandait, disons, les dates de construction de façon à pouvoir avoir, disons, l'autorisation de pouvoir détruire les bâtiments qui n'étaient pas d'origine. Donc a été détruit donc le château d'eau, entre autres, la cheminée, et les bâtiments M et N, donc qui étaient au bout du bâtiment EF, pardon. Alors après, bon, la ville de Châteauroux a donc donné des noms, vous voyez, donc la place Colbert, les places Scaferati, etc., rue des Cigarières, et vous avez tout ça, c'est donc dans le centre Colbert, vous pouvez aller maintenant tous les jours où il y a toutes les administrations. À ce sujet-là, voilà, vous voyez, il y a à peu près 20 établissements à leur époque, enfin maintenant, disons, qui occupent, disons, les bâtiments. Ça va, bon, il y a des agences d'emploi, des cours Armétis, des agences d'activité, donc la DIL, des assurances, des banques, notaires, hôtels, cabinets comptables, formation professionnelle, des centres d'appel, la Sérénis, contrôle de construction, la Socotec, conseil d'architecture, la CAOI, et puis donc sécurité sociale, activité immobilière, et puis etc. etc. Donc c'est devenu, je crois qu'il y a environ 1200 à 1300 personnes sur le site maintenant. Alors ils ont construit derrière la manufacture un parking, mais qui ne comporte que 600 places. Pour aller à la manufacture, vous avez toutes les rues adjacentes qui sont pleines de voitures, donc il n'y a plus de place nulle part. Parce que le parking n'est pas suffisant. Nous, à l'époque, on avait notre parking particulier, on arrivait à loger à peu près les gens. Mais là, les gens, ils sont obligés de payer pour stationner. Et pour terminer, ben voilà, j'ai mis quelques noms de Vellois ou disons d'appartenance à Vel, disons, dans un certain moment. Donc Solange et René Benazé, donc ils habitaient au pavillon, c'est sur la commune de Mornay. Bon, Bernard, bon, bah, il est là. Hein. François Bruno décédé, Guy Cagnetto, Hubert Châtel,
François Châtelain, Gérard Chauvin, André Dallest, il habitait aux Maisonneuves, lui il est décédé. Louis et Huguette Ferrarez, Louis Ferrarez est décédé. Hubert Foulatier, Jacques Foulatier, Claude Foulatier, Michel Fadet et Jean-Marie Guillaume, ici présent. Voilà. Je n'avais pas fait la liste, c'est Bernard qui m'a souligné ça et j'en ai oublié. Il y en a d'autres. Alors, Il y en a d'autres. ah bah oui, parce qu'il y a, oui. Je ne suis pas mis. Ah oui, quand même. Qu'est-ce Il qu'il y y a? a aussi Bouchot, Huguette, épouse Ferrarez, Ah bah oui, je l'ai marqué, oui, je l'ai marqué. Huguette. qui a travaillé chez Michaud pendant... Ah oui, elle a été chez Michaud avant, oui. Ah, c'est Oui, marqué. oui, je l'ai marqué, oui. Louis et Huguette Ferrarez. Ah oui, j'ai pas marqué son nom de jeune fille. Ah oui, on était tous catalogués avec les noms, enfin pas nous, mais les femmes avec le nom de jeune fille. Et puis d'autres, il y en a d'autres peut-être, oui, non? Guillaume Odette. Ah oui, Odette Guillaume, oui. Enfin, Amblard, voilà, Odette Amblard, Il voilà. a travaillé Odette. Ouais. Et puis, tu as trouvé d'autres? Ah Il oui. y avait Blain Thérèse. Ah oui, la femme à Paillisson. Ah oui. Ah oui, je l'ai oublié, oui. Oui, oui. Et puis Paillisson, bon, il était rattaché. Ah bah, puis attends, j'ai pas mis Pinot non plus, là. Il y avait Pinot aussi. Ah oui, ah bah, il y en avait, oui, j'en ai oublié. Bon, ben, tu vas devoir refaire une conférence. Il va falloir corriger tout ça. Ah oui, il y a des Tourard, ah oui. Oui, il y avait des Tourard, oui. Tourard Jean-Claude. Ah, il y a Jean-Claude, oui. Et Jean-Claude Tourard, oui. Guy Cagnato. Oui, je l'ai mis. Il y est. Je l'ai mis, oui. Bien, bah écoute, il reste à te remercier. C'est une magnifique conférence. J'avoue, j'ai parcouru le bouquin, mais en écoutant ce que tu viens de nous dire, c'est vraiment très intéressant. Bien, je vous propose d'arrêter là. Moi, je relève quand même cette tradition de culture du tabac à Vels ou dans l'Indre. Ça Il y en avait pourrait du côté- oui, il y en avait du côté ça de Byzance pourrait aussi, être un donc, jour un sujet de revenir là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est complètement oublié aujourd'hui, ici. Ah oui, Bon, eh bien écoutez, on va arrêter là et on vous souhaite bon après-midi à tous. Et merci de votre présence. J'ai du bon tabac,